Alors, ce soir, à la soirée de la CRQ septembre 2020, on a abordé différents sujets. Je pense qu'il y avait un point commun, c'était que on doit être conscient qu'on a dans nos érablières des produits qu'on utilise pour le lavage, puis qu'on doit faire une meilleure gestion des eaux de rejet qu'on fait avec ces produits de lavage-là. On utilise des produits, on les rince, ça fait des volumes d'eau contaminée à traiter avant d'être relâchés. La chose qu'on a pris le temps d'expliquer, c'est premièrement, on devrait en utiliser moins. C'est pas vraiment nécessaire d'en utiliser à tous les jours, à toutes les sauces. Il y a maintenant des procédures de lavage, puis des techniques, puis des appareils qui nous permettent de laver les membranes et laver les pannes sans utiliser des solutions de lavage. Si par contre on doit en utiliser parce que les casseroles ou les membranes sont vraiment sales et nécessitent un lavage avec un produit nettoyant, on a suggéré d'utiliser les produits de manière respectueuse et de ne pas les relâcher dans l'environnement. Donc, utiliser moins de produits. Si on doit en utiliser, les neutraliser, les eaux de rinçage et de lavage, les neutraliser autour de 7 avant de les relâcher et les envoyer à une bonne distance des cours d'eau et des milieux humides. Ça nous fait faire de la plomberie, ça nous fait faire de la réflexion, mais on est rendu là pour continuer de produire en forêt. Si on veut tous continuer de produire en forêt et non pas concentrer tout le sirop dans des centres de bouillage industriel, dans les milieux urbains, continuer de faire du sirop en forêt, c'est ce qui rend ce produit-là unique, là. Même si on peut faire de très bons sirops en centre de bouillage, c'est l'identité du sirop qui est représentée par « on fait ça dans le bois ». C'est vraiment un produit unique pour ça. Par la suite, on a parlé de cette logique-là, on l'a mis en parallèle avec un règlement qui s'en vient au niveau du ministère de l'Environnement, un projet de loi, qui veut justement qu'on fasse des traitements comme ça avant de relâcher. Ça va arriver dans les prochains mois. Alors, on a fait un pont avec le règlement et on a eu 2 personnes qui sont venues nous aider à réfléchir là-dessus. Puis ensemble, tous ensemble, ben, on s'est fait une tête sur qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour pouvoir s'arrimer au prochain règlement là, qui va être une obligation. On va devoir traiter les eaux de lavage avant de les relâcher. Fait que ça a été le point central de la soirée. On a vu que c'était possible, on a vu des techniques pour le faire, puis on a vu que ça pouvait être automatisé ou fait manuellement, ce qui serait moins cher, mais les deux sont possibles. Par la suite, on a abordé d'autres sujets comme on souhaiterait dans le futur que le sirop soit classé moins sévèrement. On s'aperçoit qu'avec les années, le classement est de plus en plus sévère et ça affecte grandement notre paiement. Sauf que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des variabilités dans le classement. Des sirops similaires ne sont pas classés de la même manière, dépendamment de la journée et par qui et comment ils sont classés. Ça fait en sorte qu'on perd nos repères. On a de la difficulté à savoir quels sirops ont de la valeur, quels sirops sont appréciés, quels sirops sont dépréciés, et ça varie trop. Et ça fait en sorte c'est difficile de prendre des bonnes décisions d'affaires. Par contre, on a aussi mentionné que tous les sirops auraient probablement des débouchés s'ils étaient présentés différemment et non pas présentés comme étant mauvais. Mais on devrait plutôt utiliser le mot « différent ». Il y a plusieurs différents sirops qui pourraient trouver preneur s'ils étaient présentés comme tels. Ensuite, on a complété la soirée en parlant de quelques points techniques comme comment on peut faire pour s'assurer de respecter la norme californienne par rapport à la filtration puis le degré de 180 degrés Fahrenheit. La norme californienne demande que tout le sirop soit filtré à 180 degrés Fahrenheit et plus. On a donné plusieurs exemples, au moins 6 techniques,
pour les petites érablières de 500 chaudières jusqu'à 100 000 entailles pour être capable de faire toute la filtration à 180 degrés et plus. C'est donc des choses qui nous sont exigées pour rencontrer la norme californienne. Et si cette année, il y a plusieurs personnes qui ont essayé et qui ont réussi en bonne partie, on s'est donné le mandat cette année de réussir tout le monde à le faire parce qu'on s'est engagé à le faire. Et il y a plusieurs techniques qui le permettent. Soit des bandes chauffantes, soit filtrer à mesure, soit avoir des couvercles sur les sirotiers. Il y a des choses qu'on peut faire. Puis finalement, on a abordé le sujet de quels sont les impacts financiers d'entailler dans du bois compartimenté. On a eu accès à des études qui ont été faites au Vermont qui nous ont démontré que si une partie du bois qu'on va retrouver dans la mèche, là, la ripe, n'est pas blanche, ça affecte grandement le rendement. Même s'il y a une partie blanche puis une partie brune, à partir du moment où il y a une partie brune dans la ripe, le rendement peut être diminué jusqu'à une moyenne d'autour de 75 %. Ça veut dire que si je prenais toutes les entailles chez nous dans lesquelles j'ai frappé du brun, je peux avoir une moyenne autour de 75 % moins de rendement dans ces entailles-là. Si ces entailles-là représentent 10 % de mes entailles, le calcul, ça serait j'ai 10 % de mes entailles qui coulent 75 % de moins. C'est énorme. Fait que ça nous ramène à la base où on doit tout faire en sorte pour que ceux qui percent des trous le fassent dans du bois blanc. Puis ça veut dire qu'il y a des notions d'aménagement, de croissance, puis de gestion de la zone d'entaillage là, à mieux intégrer. Fait que ça fait le tour du résumé de notre soirée. Là. Merci.